Êtes-vous fasciné par les vraies histoires des crimes? Alors vous allez vous régaler. Cette vidéo vous emmènera dans un voyage de deux histoires de crimes vrais et effrayants qui vous laisseront bouche bée. Préparez-vous à entendre des histoires authentiques, incroyables et vraiment effrayantes qui vous feront réfléchir à deux fois sur le monde qui vous entoure. Alors asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous à avoir peur. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis et votre famille si vous voulez qu'ils vivent les mêmes sensations fortes. Attention, ce n'est pas pour les âmes sensibles. Cette affaire a eu lieu aux États-Unis par Sabrina Zuniga. Sabrina est née le 27 octobre 1994 près de Cleveland, Ohio, de Susan Edwards et Mark Zuniga. Les parents de Sabrina menaient une vie asociale. Dès l'âge de 3 ans, la jeune fille est donc élevée par sa grand-mère paternelle. À l'âge de 4 ans, on a diagnostiqué chez Sabrina un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité causée par une maladie du système nerveux. En grandissant, Sabrina a eu de plus en plus de mal à se contrôler. Son comportement impulsif entraînait régulièrement des conflits avec les autres et des bagarres avec ses camarades de classe. En raison de l'agressivité constante de Sabrina, elle a été séparée de sa grand-mère à l'âge de 14 ans. Elle a été séparée de sa grand-mère et placée dans un orphelinat géré par le département des services à l'enfance du comté de Lake, dans l'Ohio. Elle a passé les années suivantes dans le système de placement familial. En 2011, à l'âge de 16 ans, elle a été adoptée par la famille Knoffel et a emménagé dans leur maison de Willoughby Hills, dans l'Ohio. La mère adoptive de Sabrina s'appelait Lisa Knoffel. Lisa était une femme au grand cœur. Elle aimait sincèrement les enfants et voulait aider les gens autour d'elle. Elle est née le 2 mai 1971. Lisa Knoffel a élevé 2 filles. L'une est née de son premier mariage, Megan. La seconde, Hailey, est née après le mariage de Lisa avec Kevin Knoffel. Le couple vivait dans la petite ville de Willoughby Hills dans l'Ohio. Lisa était assistante sociale pour le département de l'enfance et de la famille du comté de Cuyahoga et travaillait dans l'unité chargée des abus sexuels. Un jour, elle a réalisé ses rêves et a ouvert son propre foyer pour enfants. C'est alors qu'elle a adopté Sabrina. Le séjour dans une nouvelle famille a eu un effet positif sur Sabrina. Lucienne est soudain mise à avoir des bonnes notes et à faire des projets d'avenir. Un jour, Sabrina a dit à ses parents d'accueil qu'elle voulait devenir mannequin et étudier la cosmétologie. Lisa et Kevin étaient très heureux de la réussite de l'ancienne adolescente en difficulté et ont noté la merveilleuse relation de Sabrina avec eux et avec leur propre fille. Sabrina avait un lien particulièrement chaleureux avec Lisa elle-même. Les parents et les amis de la famille ont remarqué que les filles se ressemblaient davantage comme des sœurs. Sabrina a déclaré à plusieurs reprises qu'elle admirait Lisa, qu'elle la considérait comme une modèle et qu'elle la considérait comme sa grande sœur. Malheureusement, l'idylle familiale n'a pas duré longtemps. Les problèmes ont commencé 6 mois après l'arrivée de Sabrina dans sa nouvelle famille. Soudain, la jeune fille a commencé à accuser Lisa de l'aimer moins et de s'occuper davantage de ses propres filles. Pendant que la relation mère-fille adoptive se développait, le lien entre Sabrina et Kevin ne faisait que se renforcer. Le beau-père
et la belle-fille se sont rapprochés de jour en jour jusqu'au moment où les amis et la famille ont remarqué leur comportement suspect. Les dialogues et les blagues qui sortaient de la bouche de Sabrina et de Kevin ressemblaient davantage à des conversations d'amoureux. Le 27 octobre 2012, Sabrina a eu 18 ans. Légalement, la jeune fille devait commencer une vie indépendante et quitter sa famille d'accueil. Sabrina a demandé à ses parents d'accueil de la laisser rester quelque temps afin qu'elle puisse terminer ses études en toute tranquillité. Le 16 novembre 2012, vers 1h du matin, Sabrina a pris un couteau. Elle s'est glissée dans la chambre d'Elisa et s'est approchée de son chevet. Pendant 15 minutes, elle a regardé Elisa dormir en silence. Puis, elle a commencé à la poignarder avec un couteau de cuisine de 10 pouces au bord d'un télé, coup après coup. Elisa s'est réveillée après les premiers coups. Elle a hurlé des douleurs, mais ses cris se sont rapidement tus. Megan, la propre fille d'Elisa, âgée de 13 ans à l'époque, a entendu la voix de sa mère et s'est précipitée dans sa chambre pour y trouver Sabrina tendant un couteau. Effrayée, la jeune fille s'est immédiatement précipitée pour appeler les services d'urgence et, au milieu des cris et des sanglots, a déclaré que sa sœur essayait de tuer sa mère. 911, what's your emergency? What is going on? Hello? My mom with a knife. She's shooting her. Who has a knife? My sister. Where is your sister? Quick! What? I got everyone coming to you, honey. Where is your sister? La police est rapidement arrivée à la maison, mais il était trop tard. Les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux et ont trouvé Sabrina. Son corps présentait plusieurs coupures superficielles et elle tenait encore dans l'une de ses mains un couteau avec lequel elle avait étalé, gisant couvert de sang. Sabrina était en état de choc, mais elle s'est nettement pliée à toutes les demandes de la police. Le policier lui a demandé de lâcher le couteau et de mettre les mains derrière la tête. C'est exactement ce qu'elle a fait. Sabrina ne s'est pas souciée d'être arrêtée. Elle n'a répondu à aucune des questions qui lui ont été posées au poste de police. Entre-temps, la police avait fini de fouiller à la maison et trouvé la fille cadette d'Elisa enfermée dans l'un des placards. Kevin, le père des filles, n'était pas à la maison ce soir-là car il était en voyage d'affaires. Il travaillait comme chauffeur de camion et a appris ce qui était arrivé à sa femme par un appel de la police. Quelques minutes après l'appel, Kevin a appelé le 911 pour s'inquérir de l'état de ses filles. On lui a dit qu'il pouvait aller les chercher au poste de police. Kevin s'y est rendu le lendemain. Lors de la visite de Kevin au poste de police, les officiers ont remarqué à quel point il était calme. Les policiers s'attendaient à voir un homme accablé par le chagrin de ce qui était arrivé à sa femme. Mais il ne s'est pas laissé abattre. Il a simplement récupéré ses filles sans poser des questions et est rentré chez lui. Cela a alerté la police, puis la famille et les amis du couple, car tout le monde a supposé que Kevin ne pouvait pas rester aussi calme après ce qui s'était passé. Peu après, Kevin s'est rendu à la prison où il a tenté d'obtenir la permission de parler à Sabrina, qui était détenue, ce qui a mis fin à son calme. Le père adoptif s'est mis en colère lorsqu'il n'a pas été autorisé à voir sa fille adoptive et à lui parler, et il a fini par rentrer chez lui d'un air dégoûté. La nouvelle de ce crime brutal a ému les médias locaux. La police a découvert que la victime avait été poignardée 178 fois au total, notamment à la tête, au cou, au torse et aux membres. Si l'identité du tueuse est apparue clairement dans un premier temps, les enquêteurs s'interrogent encore sur le mobile possible. Au cours des 10 mois qui ont suivi, les détectives n'ont fait qu'essayer de rassembler les détails dont ils disposaient. La police s'est également intéressée à la nature de la relation entre Sabrina et Kevin, qui lui paraissait suspecte.
L'une des amies de Sabrina a déclaré aux témoins lors de l'interrogatoire qu'au début du mois d'octobre 2012, Sabrina lui a demandé s'il pouvait lui trouver un tueur à gages. Elle a dit que Kevin et Lisa allaient divorcer et qu'elle valait plus morte que vivante. L'amie a tenté de convaincre Zunich que c'était une mauvaise idée et a déclaré au jury qu'elle n'avait jamais essayé de trouver quelqu'un. Les enquêteurs ont également découvert que Kevin avait souscrit 2 polices d'assurance en vertu desquelles il avait assuré la vie de sa femme pour un montant de $800,000. Dans les jours qui ont suivi le meurtre, il a effectué un grand nombre d'achats. Dans un premier temps, Sabrina a nié l'implication de Kevin dans le meurtre. Cependant, après 9 mois de détention en août 2013, Sabrina a estimé que son père adoptif ne voulait rien savoir d'elle et a accepté d'aider les enquêteurs en leur révélant les causes du meurtre horrible. Sabrina a accusé Kevin d'avoir prémédité le meurtre d'Elisa et a donné des détails très précis sur la romance qui existait entre eux. La jeune fille a déclaré que la raison du meurtre de sa mère adoptive était son amour pour Kevin et son refus de le partager avec quelqu'un d'autre. Sabrina a révélé que leur histoire d'amour a commencé en mars 2012, lorsque Kevin est rentré à la maison un jour très fatigué après des longues heures passées au volant d'un camion. Il lui a dit qu'il avait mal aux pieds et Sabrina lui a proposé de lui masser les pieds. À partir de ce jour, leur attirance mutuelle a commencé à croître et en septembre de la même année, ils sont devenus des partenaires sexuels réguliers. Sabrina a également déclaré que Lisa n'a jamais soupçonné leur liaison parce qu'ils se sont comportés discrètement. Kevin a continué à envoyer à Sabrina des tas de messages sur son portable, lui disant qu'il n'aimait plus Lisa et qu'il voulait commencer une nouvelle vie avec elle. Il a révélé son plan à Sabrina et lui a promis une vie décente avec l'argent de l'assurance. Kevin a promis d'acheter une maison et une voiture à la jeune fille et il a également dit que Sabrina pourrait remplacer la mère de la jeune fille. Selon Sabrina, il ne voulait pas prendre la vie de sa mère adoptive et a suggéré que Kevin demande simplement le divorce. Kevin a répondu en disant que s'il le faisait, Lisa le séparerait de ses filles. Et il a aussi plaisanté à plusieurs reprises en disant qu'une Lisa morte valait beaucoup plus qu'une vivante. L'idée de Kevin de se débarrasser de sa femme commence alors à prendre forme et les amants décident que Sabrina la poignardera à mort. Ensuite, elle volera des bijoux et que tout le monde pensera qu'il s'agit d'une tentative de cambriolage ratée qui s'est soldée par la mort déplorable de la logeuse. Kevin a acheté le bon couteau pour le meurtre et a appris à Sabrina comment poignarder la victime afin de lui causer un maximum de dégâts. Il a également prévenu Sabrina que s'il se faisait arrêter, il devrait se faire passer pour une personne mentalement instable. Sabrina a également expliqué aux enquêteurs ce qui a déclenché le meurtre qu'elle a commis. Le matin du 15 novembre, la veille des faits, alors que Kevin la conduisait à l'école, elle s'est soudainement arrêtée et a pleuré. Kevin a dit à Sabrina que Lisa et lui s'étaient terriblement disputés la nuit dernière et qu'elle se tuerait si sa femme restait en vie. Craignant que l'homme dont elle est amoureuse ne se suicide, Sabrina se résigne à prendre la vie de Lisa. Les enquêteurs discutent des preuves fournies par Sabrina et décident de placer Kevin en détention. Le 9 août 2013, le veuf de 43 ans a été arrêté et inculpé de complicité de meurtres aggravés et de complicité de crimes. Sabrina a accepté de témoigner contre lui en échange d'une possibilité de libération conditionnelle au bout de 30 ans. En mai 2014, un procès s'est ouvert, au cours duquel le procureur a déclaré que, bien entendu, il n'y avait aucun doute sur l'identité de l'auteur du meurtre.
Pourtant, Kevin était bien au courant de ce qui allait se passer ce matin du 16 novembre, puisqu'il avait aidé Sabrina à planifier le meurtre, ce qui signifie qu'il était clairement impliqué dans le meurtre. Lorsque Sabrina est venue témoigner, elle a avoué ses relations amoureuses avec Kevin et a détaillé comment ils avaient planifié les crimes, assurant les juges que l'idée appartenait à Kevin et qu'elle l'avait exécuté uniquement parce qu'elle l'aimait et qu'il ne voulait pas qu'elle souffre. L'accusé a déclaré au jury qu'elle espérait que la justice l'emporterait car il n'était pas le seul à être impliqué dans le crime. Le tribunal a également interrogé plusieurs collègues de travail de la victime, dont l'une, une femme nommée Erika Getter, a déclaré qu'elle était allée chez Kevin le lendemain du meurtre pour lui apporter de la nourriture ainsi qu'à ses filles et qu'elle avait remarqué à quel point il était décontracté. Elle a également déclaré que lors des funérailles de sa femme, Kevin n'avait montré aucune émotion. L'accusation a également amené à la barre plusieurs personnes qui étaient en quelque sorte liées à des compagnies d'assurance. Ces personnes ont unanimement déclaré que le matin où Lisa a été tuée, Kevin les avait appelés pour savoir quels documents étaient nécessaires pour obtenir des paiements sur la police d'assurance qu'il avait souscrite peu de temps avant le décès de sa femme. Également, au cours du procès, le médecin légiste qui a examiné le corps d'Elisa a témoigné. Il a décrit les nombreuses blessures horribles qu'elle avait subies, dont 2, à son avis, ont été fatales. Il a mentionné la blessure à la mâchoire dans laquelle le couteau avait pénétré si profondément qu'il avait percé l'artère carotide et la blessure à la poitrine. Le médecin a déclaré que le nombre de blessures infligées était énorme, certaines d'entre elles indiquant les tentatives de résistance de la victime. Ce qui veut dire que pendant plusieurs minutes, Lisa essayait de se battre pour sa vie. Les enquêteurs n'ont jamais été en mesure de fournir des copies des messages textes échangés entre Sabrina et Kevin. Malgré cela, ils ont fourni des données sur le nombre de messages et d'appels téléphoniques entre le couple. Ainsi, selon l'opérateur de téléphone mobile, les accusés se sont envoyés 1491 SMS et 78 appels téléphoniques entre le 1er et le 16 novembre 2012. L'avocat qui a représenté Kevin au tribunal a déclaré que la seule personne responsable du meurtre d'Elisa devrait être Sabrina, puisque les enquêteurs n'ont pas en preuve physique que Sabrina et Kevin étaient vraiment amants. Il n'y avait pas non plus de SMS spécifiques entre les accusés dans lesquels on pouvait lire que Kevin prévoyait de tuer sa femme. Il a déclaré que la seule preuve dont disposait l'accusation était le témoignage de Sabrina, que la jeune fille avait utilisé pour obtenir une réduction de sa peine. L'avocat a soutenu que Kevin devait être libéré car selon lui, les accusations portées contre lui n'étaient pas fondées. Il a également affirmé que Sabrina n'avait pas tué sa mère adoptive à la demande de Kevin, mais parce que 2 semaines plus tôt, Lisa avait exigé qu'elle quitte leur domicile avant le 1er janvier 2013. Quant à Kevin, il a refusé de témoigner devant le tribunal. Après une audience qui a duré 9h30, le 11 juin, le jury l'a déclaré coupable des 11 chefs d'accusation. Le 6 août 2014, le juge a condamné Kevin à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 30 ans. Kevin sera pour la première fois éligible à une libération conditionnelle en 2044, à l'âge de 73 ans. La défense a prévenu qu'il ferait appel de la sentence et qu'à cette fin, elle concentrerait toute son attention sur la fourniture des preuves d'experts concernant les handicaps mentaux dont souffre Sabrina. Selon les avocats, ce sont ses problèmes de santé qui l'ont poussé à commettre le meurtre toute seule. Après un procès au cours duquel Sabrina a témoigné de son implication dans le meurtre de sa mère adoptive,
Les juges l'ont inculpé des meurtres avec préméditation et circonstances aggravantes. Dès le 29 septembre de la même année, Sabrina Zunic-Ane, de 19 ans, a été condamnée à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 30 ans. La prisonnière sera donc éligible à une libération conditionnelle en 2042 lorsqu'il aura 47 ans. Après avoir entendu la sentence, Sabrina a pleuré, le juge lui expliquant que la seule raison pour laquelle elle avait une chance d'obtenir une libération conditionnelle était qu'elle avait aidé les enquêteurs. Le juge a reconnu que Kevin avait manipulé l'accusée et s'était servi d'elle pour atteindre ses objectifs, mais le crime qu'elle avait commis dépassait son plan initial. Le juge a également ordonné aux deux filles d'Elisa de payer 6 millions de dollars de dédommagement. Sabrina, qui a maintenant 28 ans, purge sa peine au pénitencier de l'État de l'Ohio pour l'établissement correctionnel pour femmes de Daytona qui a été créé en 1987. Ce cas s'est produit au Pérou pour une femme appelée Vilma Gabriela Niño de Guzmán de la Rosa, née le 15 janvier 1951 à Lima, capitale du Pérou. On sait peu de choses sur sa vie. Avant de prendre sa retraite, Vilma travaillait dans les relations publiques où elle a rencontré un homme nommé José Manuel Tejada Ramírez. Né en 1924, José avait plus de 25 ans de plus que Vilma. Ancien capitaine dans l'infanterie, José a pris un poste de directeur au service des travaux publics de la municipalité lorsqu'il a quitté l'armée. Malgré leurs différences d'âge, José et Vilma ont entamé une relation amoureuse et le couple s'est bientôt marié. Vilma a alors 49 ans. La femme rêvait toujours de devenir une mère, mais ce n'était pas seulement son âge qui la retenait, mais aussi l'âge de son mari qui avait 75 ans. En conséquence, Vilma et José ont opté pour une insémination artificielle. C'est la raison pour laquelle Vilma a réussi à concevoir un enfant. Le 5 juillet 2000, Vilma a donné naissance à une fille, prénommée Stéphanie Niño de Guzmán. Stéphanie était le premier enfant de Vilma, alors que José avait déjà des enfants dans précédent mariage. Vilma était vraiment heureuse de pouvoir réaliser son plus grand rêve, devenir mère. Vilma a reçu une éducation conservatrice. La femme protégeait excessivement sa fille lorsqu'elle grandissait. Lorsque Stéphanie a atteint l'adolescence, sa relation avec sa mère se détériore rapidement. Les disputes entre Vilma et Stéphanie sont devenues plus fréquentes et ont eu un effet négatif sur le climat familial. Malheureusement, José, le père de Stéphanie, n'était même pas au courant de ces querelles. Cela ne signifiait pas que le chef de famille ne voulait pas s'impliquer dans les conflits, mais parce qu'il était atteint de la maladie d'Alzheimer. En conséquence, José a perdu presque complètement le contact avec la réalité. Les querelles entre mère et fille dépassaient souvent les murs de la maison et se poursuivaient dans le jardin. De ce fait, les voisins étaient souvent les témoins involontaires de ce conflit. Certains pensaient que c'était le couple âgé qui avait adopté Stéphanie dans un orphelinat. D'autres pensaient que la jeune fille était la petite fille de Vilma. À cette époque, Vilma passe de plus en plus de temps à la maison, car elle a pris sa retraite et doit s'occuper de son mari. Son passe-temps favori était de s'occuper de son jardin, ce qui permettait à Vilma de se distraire de ses relations difficiles avec sa fille et des problèmes causés par la santé de son mari. Stéphanie avait déjà 13 ans à l'époque. En avril 2013, elle a été transférée au lycée Sigma La Molina et s'y est trouvée au moment des tristes événements. Stéphanie avait toujours recherché la popularité parmi ses pairs, oubliant ses études.
Elle aimait prendre et poster sur les médias sociaux des photos qui la faisaient paraître plus âgée que son âge. Grâce à ces photos, Stéphanie a attiré l'attention des jeunes. Elle a commencé à avoir du succès non seulement auprès de ses pairs, mais aussi auprès d'hommes très adultes. Bientôt, un jeune homme de 15 ans, Fernando Lozano, a commencé de s'occuper d'elle. Il étudiait dans la même école qu'elle, avec quelques années de plus qu'elle. Il a commencé à surveiller Stéphanie en permanence dans la cour des récréations. Fernando était un homme réservé, un jeune homme sans allure flamboyante et sans particularité. Stéphanie lui semblait être une fille inaccessible qui ressemblait à une héroïne des bandes dessinées qui lisait à loisir. Fernando décide de se mettre au sport. Les changements positifs ne tardent pas à se faire sentir et il devient bientôt ferme et musclé. Stéphanie remarque ces changements positifs et décide de s'intéresser à Fernando, qui était jusqu'alors un homme calme et coincé. Les deux jeunes gens ont commencé à se fréquenter, mais leur relation n'était guère harmonieuse. Stéphanie manipule le jeune homme amoureux d'elle. Elle forçait Fernando à faire ce qu'elle voulait qu'il fasse et il acceptait parce qu'il était littéralement obsédé par elle. Il obéissait à ses ordres sans se demander si c'était bon ou mauvais pour lui. La relation s'est développée petit à petit et est rapidement devenue visible pour les personnes qui les entouraient. Le psychologue de l'école a été l'un des premiers à remarquer la relation malsaine entre les jeunes. Il a demandé au professeur de Fernando de contacter ses parents pour leur faire part de l'engouement destructeur de leur fils. Pendant ce temps, dans la maison de Stéphanie, les conflits se poursuivent. La mère et la fille se disputent tous les jours, se disent des choses blessantes et il semble qu'ils ne pourront plus jamais avoir de bonnes relations. De plus, Vilma n'a jamais pu se réconcilier avec le fait que sa fille s'était déjà trouvée un petit ami. L'atmosphère de la maison se détériore littéralement de jour en jour. Bientôt, ce sont les vacances de Noël. L'école était en vacances et vers le début de l'année 2014, le jeune couple a eu beaucoup plus de temps libre pour se voir. Le matin du 11 janvier 2014, Vilma était occupée à prendre soin de son mari de 90 ans. À cette époque, José souffrait non seulement de démence, mais aussi d'une paralysie des membres inférieurs. Stéphanie a eu un moment et a profité du fait que sa mère était occupée. La jeune fille a habilement conduit son jeune homme à l'intérieur de la maison. Ils sont allés dans la chambre de Stéphanie au 12e étage. Ils s'y sont restés plusieurs heures. Les adolescents ont regardé des films et fait l'amour. De temps en temps, Stéphanie quittait la chambre pour que sa mère ne se doute de rien, puis elle revenait. Ce jour-là, Vilma reçoit la visite de sa sœur. Les femmes n'ont pas eu le temps de réfléchir à ce que Stéphanie faisait. Le seul à s'être montré inquiet ce jour-là était le père de Fernando, Walter Lozano, qui avait appelé son fils pendant des heures pour essayer de savoir où il se trouvait et pourquoi il avait quitté la maison pendant des heures. Le père de Fernando n'approuvait pas non plus la relation de son fils avec Stéphanie, car il pensait qu'elle jouait de lui. L'homme était également gêné par les rumeurs selon lesquelles Stéphanie fréquentait plusieurs jeunes hommes en même temps. Après 20 heures, Fernando était toujours chez Stéphanie. Il était nerveux et voulait partir, mais ne savait pas comment s'y prendre. La tante de Stéphanie est bientôt partie et la jeune fille a dit à Fernando qu'il pouvait rentrer chez lui. À ce moment-là, Fernando avait déjà écrit un message à son père pour lui demander de venir le chercher. Pendant que les gens cherchaient un moyen de s'assurer que Fernando sortirait sans être vu, son père s'est approché de la maison et a sonné à la porte. Vilma lui a répondu et le père de Fernando demande d'appeler son fils. Au début, la femme ne comprend pas ce qu'on lui demande, mais le père de Fernando lui explique immédiatement que son fils est en train de rendre visite à Stéphanie. Ce fait a mis Vilma en colère.
Elle claqua la porte au nez de Walter et monta rapidement dans la chambre de sa fille. Lorsqu'elle ouvre la porte, Vilma trouve sa fille en compagnie de Fernando. La mère et la fille se sont de nouveau disputées, cette fois-ci de manière beaucoup plus vive que par le passé. La dispute a dégénéré en violence. Vilma a commencé à frapper sa fille et celle-ci a appelé Fernando à l'aide. Le jeune homme a tenté de calmer la mère de la jeune fille et s'est battu avec elle. Vilma a griffé le bras de Fernando en se battant avec le jeune homme. Finalement, Stéphanie pousse sa mère contre le mur et celle-ci se cogne violemment la tête. Vilma est tombée, laissant une trace sanglante sur le mur. Les gens ont été choqués par ce qui s'était passé. Ils sont immédiatement allés dans la salle de bain, se sont lavés les mains et ont enlevé leurs vêtements qui étaient ensanglantés. Fernando était au bord de l'estrierie. Puis, ils descendirent tous les deux les escaliers jusqu'au premier étage et Stéphanie ouvrit la porte d'entrée. Le père de Fernando se tenait toujours devant la porte et il a remarqué que son fils était pâle. Il a alors remarqué le calme de Stéphanie. Les adolescents se sont mis d'accord pour se contacter dans les jours à venir afin de discuter de ce qui venait de se passer. Sur le chemin de retour, Walter a pris le téléphone portable de son fils. Il lui dit qu'il ne veut plus le voir en compagnie de Stéphanie parce que cette fille a une mauvaise influence sur lui et qu'elle n'est pas faite pour lui. Pendant plusieurs jours, Stéphanie a essayé de contacter Fernando pour lui annoncer le décès de sa mère, mais son téléphone était éteint. Stéphanie a alors décidé de parler à Marco, le cousin de Fernando. Il lui a envoyé un message sur Facebook. Il lui demande à Marc de dire à Fernando qu'elle a besoin de lui parler de toute urgence. Tout en discutant avec le jeune homme, Stéphanie lui a dit qu'elle était enceinte de Fernando et qu'elle avait été mise à la porte. Après ce message, ils ont bavardé pendant une demi-heure. Les jours passent et le corps de Vilma gît toujours dans la chambre de Stéphanie. Il avait déjà commencé à se décomposer. Pour se débarrasser de l'odeur nauséabonde, il a recouvert le corps des journaux et des couvertures. Il ne savait pas quoi faire ensuite et comment se débarrasser du cadavre. Pour commencer, Stéphanie a pris de l'argent dans le coffre-fort de ses parents et acheté divers produits chimiques, des sprays, des désodorisants et du vinaigre. Elle en avait besoin pour masquer l'odeur de décomposition. Ayant librement accès aux économies de sa mère, elle s'est également mise à dépenser d'énormes sommes d'argent en divertissements, vêtements et produits de beauté. Grâce à la carte d'identité de sa mère, Stéphanie s'est acheté un nouveau téléphone portable. Elle a continué à se prendre en photo et à les publier sur les réseaux sociaux comme n'importe quelle autre adolescente. La mort de sa mère ne semblait pas l'avoir sortie de la misère. C'était comme si Stéphanie avait trouvé sa liberté lorsque ses amis lui ont demandé où il avait trouvé l'argent pour acheter ces choses coûteuses. Elle répond que ses parents sont partis en voyage en Europe et ils lui avaient laissé de l'argent pour ses dépenses quotidiennes. Le fait qu'une mère aussi stricte que Vilma puisse partir en voyage, laissant Stéphanie sans la surveillance d'un adulte, reste un mystère pour tout le monde. Avec le temps, les proches de Vilma s'inquiètent. Ils n'ont plus de nouvelles d'elle depuis longtemps, ce qui leur paraît étrange. Ils ont alors commencé à appeler Stéphanie, qui répondait toujours et qui leur a dit que sa mère était partie, qu'elle en avait encore pour quelques jours. Entre-temps, les voisins ont également commencé à remarquer des choses étranges. D'une part, le jardin de la maison semblait complètement négligé. Après tout, Vilma aimait beaucoup s'en occuper. D'autre part, personne ne les voyait, elle et son mari, lors des promenades qu'ils avaient l'habitude de faire le matin et parfois dans la journée. Pourtant, les parents, les amis et les voisins ont manifestement cru aux paroles de Stéphanie. Au fil des semaines, Stéphanie n'a toujours pas trouvé comment se débarrasser du corps de sa mère. José, le père de la jeune fille, s'est trouvé dans une autre partie de la maison.
L'homme ne se doutait pas que le corps de sa femme gisait et se décomposait à quelques mètres de là. Stéphanie ne voulait absolument pas s'occuper de son père âgé. L'homme avait pratiquement cessé de recevoir de la nourriture, il était devenu très maigre et José était littéralement au bord de la vie et de la mort. Lorsqu'il y avait une coupure d'électricité dans la maison, il lui arrivait de confondre sa fille avec sa femme dans l'obscurité. Au fil des semaines, il semblait que la jeune fille ignorait tout simplement qu'il partageait la chambre du cadavre de sa mère. Fernando a essayé de rendre visite à Stéphanie de temps en temps. Lors d'une de ces visites, le 7 mars 2014, les adolescents sont montés dans la chambre décidant qu'il était temps de se débarrasser du corps. À ce moment-là, l'odeur d'un corps en décomposition a envahi toute la maison et est devenue insupportable. Les jeunes ont placé un grand ventilateur sur le sol, sous le lit, et ont aspergé le corps des désodorisants. Stéphanie a essayé de déplacer le corps de sa mère et a demandé de l'aide à Fernando. Le jeune homme remarque le mur entièrement recouvert de peintures noires. La jeune fille avait ainsi réussi à cacher les taches de sang qui s'y trouvaient. Après 2 mois, les nombreuses versions de Stéphanie expliquant l'absence de Vilma ne plaisent plus aux proches et éveillent divers soupçons. Le 8 mars 2014, ils ont contacté la police nationale péruvienne pour enquêter sur la disparition de Vilma. Stéphanie avait alors vécu 57 jours avec le corps de sa mère sous son lit. La jeune fille avait une idée précise de la manière de se débarrasser du corps. Avec l'aide de ses amis, Stéphanie allait sortir le corps de la maison et l'enterrer quelque part dans une région vallonnée, mais il était trop tard. Ce jour-là, à 20h, plusieurs voitures de patrouille encerclent la maison. Le bruit de sirène fait sursauter Stéphanie. La police arrive accompagnée de sa tante, la sœur de Vilma. Ils ont commencé à frapper à la porte, à faire sonner le téléphone de la maison. Mais Stéphanie ne répond pas. Finalement, l'insistance des policiers a contraint Stéphanie à ouvrir la porte. Une fois à l'intérieur, les policiers ont immédiatement remarqué que la maison était complètement déserte, avec des ordures et des vêtements sales qui traînaient partout. Mais ce qui était encore plus inquiétant, c'est l'odeur qui se dégage du 12e étage. Les policiers ont commencé à fouiller toutes les pièces une par une. Les policiers ont constaté qu'elle était fermée à clé et ont demandé à la jeune fille de leur donner la clé. Stéphanie leur tend silencieusement tout un trousseau de clés et ils commencent à essayer d'ouvrir la porte. Aucune des clés ne pouvait déverrouiller la porte de la chambre de la jeune fille. Finalement, la sœur de Vilma n'en peut plus et demande à l'adolescente d'ouvrir la porte immédiatement. Finalement, Stéphanie a sorti la clé qu'elle avait cachée et l'a remise à la police. Les policiers ont ouvert la porte et l'odeur qui régnait dans la pièce les a immédiatement frappés. Au bout d'1 minute, ils découvrent la source de l'odeur, le corps de Vilma qui gisait sous le lit, recouvert de plusieurs couvertures. Le corps était resté là pendant près de 2 mois, les traits du visage de la femme étaient méconnaissables. Sur place, des bombes barrées au sol, des désodorisants, de la peinture noire imbibée de vinaigre et des couvertures avec un couteau ont été retrouvées. La chambre contenait également une Bible, un crucifix et une carte religieuse que Vilma avait donnée à sa fille. Dans une autre pièce, la police a trouvé le père de Stéphanie qui était dans un état épouvantable. Il était affamé, n'était pas lavé et était laissé pousser une longue barbe. José n'avait jamais pu apprendre que sa femme était décédée et qu'il devait être laissé à la garde de ses proches. Les experts médico-légaux qui ont examiné le cadavre ont déterminé que son degré de décomposition indiquait qu'il reposait là depuis environ 2 mois. Les proches de Vilma pensaient que la femme n'avait disparu que depuis 20 jours. Les experts ont retiré le corps de la chambre de Stéphanie et l'ont remis à la morgue centrale de Lima pour qu'elle puisse effectuer tous les examens médico-légaux et établir la cause du décès. Le procureur est arrivé sur les lieux.
Elle était présente dans la maison pendant que les experts prenaient les empreintes digitales et recherchaient des traces de sang à l'aide du luminol. La suspecte étant mineure, elle a été emmenée au centre de prévention de la jeunesse de Salamanque. Là, la jeune fille a été interrogée pour la première fois et Stéphanie a raconté à la police ce qui s'était passé et que son petit ami Fernando était responsable de la mort de sa mère. Selon la jeune fille, c'est Fernando qui a tué sa mère et mis le corps sous le lit. Stéphanie a fait un récit détaillé de cette journée. Selon elle, elle a invité Fernando chez elle le 11 janvier pour être seule avec lui et faire l'amour. Elle a révélé qu'elle avait dû le cacher à sa mère car celle-ci n'approuvait pas leur relation ni de telles visites. Lors du premier interrogatoire, Stéphanie n'a donné qu'une seule version des faits. Elle a ajouté que Fernando et elle s'étaient disputés et que les choses ne s'étaient pas déroulées comme prévu. Elle a ensuite donné aux enquêteurs beaucoup plus de détails sur ce qui s'était passé ce jour-là. Par exemple, Stéphanie a affirmé que sa mère avait commencé à la frapper avec une épingle en métal et que Fernando avait essayé de la protéger. Stéphanie a déclaré que Fernando s'était armé d'une haltère qui se trouvait dans son sac à dos et qu'il avait attaqué Vilma. Stéphanie elle-même aurait pris un couteau qui se trouvait dans sa chambre et que sa mère aurait réussi à lui arracher. De plus, Fernando, voyant le couteau dans la main de Vilma, l'a frappé 3 fois à la tête avec un haltère. Ces coups ont fait gercler du sang dans la pièce et Vilma est morte sur le coup. En outre, Stéphanie a déclaré que Fernando avait mis le corps sous le lit afin qu'il puisse déterminer ce qu'il fallait en faire plus tard. La jeune fille a également fait référence à Fernando lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle n'avait pas dénoncé le crime. Le jeune homme lui aurait fait du chantage en lui disant que s'il révélait tout et qu'il était accusé du meurtre, il se suiciderait. La nouvelle de l'incident s'est rapidement répandue dans les médias qui ont immédiatement commencé à rapporter les différents détails de l'enquête. Raphaël Marron, chef du département des enquêtes criminelles du comté de Molino, a annoncé que selon les rapports préliminaires, Vilma Gabriela Nino de Guzman avait été tuée le 11 janvier. Il a précisé que le motif du meurtre fait toujours l'objet d'une enquête et que la cause du décès n'est pas non plus concluante. En outre, il a été dit que la police était déjà à la recherche de Fernando afin d'élucider le crime jusqu'au bout. Le comité d'enquête du comte de Molina a entamé les poursuites contre Stéphanie en tant que première affaire. L'affaire a été renvoyée devant le tribunal des affaires familiales qui a ordonné l'arrestation de la jeune fille et son placement dans un centre pour mineurs. Dans le même temps, le procureur a annoncé la poursuite de l'enquête et l'implication incontestée de Fernando dans l'affaire. Malgré les soupçons qui pèsent sur le jeune homme, la police ne délivre pas de mandat d'arrêt à son encontre puisqu'il est mineur, mais le convoque au poste de police. Les parents de Fernando ont engagé un avocat pour leur fils. Celui-ci a immédiatement appelé la police et lui a dit que son client donnerait sa version des faits le lendemain. Et c'est ce qui s'était passé. Fernando s'est présenté au poste de police et a ensuite été transféré dans un autre lieu pour faire la déposition. Sa déclaration contredit ce qu'a fait Stéphanie. Fernando a déclaré que c'était elle qui avait ôté la vie à sa mère. Le père de Fernando a également donné sa version des faits. Ce faisant, l'homme a affirmé que son fils était innocent. Son fils était tout simplement incapable de tuer et avait agi sous l'influence de la fille gâtée. Son amour et sa passion l'ont littéralement aveuglé et il regrette aujourd'hui d'avoir gardé le silence, de ne pas être allé voir la police immédiatement. Par peur d'elle, à cause de ses menaces, il est malheureusement tombé amoureux de la mauvaise personne. Fernando a également déclaré que Vilma avait essayé d'attaquer Stéphanie au rez-de-chaussée et que lorsqu'ils sont montés dans une chambre au premier étage, elle s'est précipitée sur elle avec un couteau. Il a expliqué qu'il avait poussé la femme par terre en lui demandant
de se calmer et que pendant ce temps, Stéphanie avait frappé sa mère à l'œil gauche avec une épingle en fer. Elle avait ensuite frappé plusieurs fois à la tête. À la fin, elle lui a dit qu'elle s'occuperait de tout elle-même et l'a raccompagnée jusqu'à la sortie. L'avocat de Fernando a informé les enquêteurs que le couple s'est revu chez Stéphanie le 16 janvier et que c'est à cette occasion que la jeune fille a annoncé au jeune homme le décès de sa mère. Au cours de cette conversation, Fernando a déclaré aux enquêteurs qu'au départ, sa relation avec Stéphanie avait été plutôt bonne, mais qu'il avait rapidement découvert que sa petite amie avait commencé à fréquenter un autre jeune homme et qu'elle avait ensuite eu d'autres amants. Fernando a remarqué que ces trois partenaires de Stéphanie étaient censés l'aider à sortir le corps de Vilma. Pour les enquêteurs, il était clair que les versions des jeunes hommes étaient très contradictoires. La police n'avait qu'une seule certitude, à savoir qu'il y avait eu une bagarre dans la maison et qu'ensuite l'un des adolescents avait frappé Vilma à la tête avec un objet quelconque, soit une épingle comme Fernando l'avait mentionné, soit un halter comme Stéphanie l'avait mentionné. Ils ont également constaté que les deux adolescents se cachaient depuis 2 mois et menaient une vie tout à fait normale. Ils sortaient avec des amis, allaient en cours et ne s'inquiétaient de rien. Tous deux ont été soumis à divers tests psychologiques. Ces tests ont révélé que Fernando était une personne facilement manipulable. Le jeune homme avait peur d'être rejeté et abandonné à cause de son manque d'assurance. En même temps, les psychologues ont constaté que Fernando avait d'excellentes capacités mentales et qu'il était enclin à mentir. Dans le cas de Stéphanie, les médecins ont indiqué qu'elle ne présentait aucun signe de dépression ou de culpabilité bien qu'elle ait passé les 2 derniers mois avec le cadavre de sa mère dans sa chambre. Il a été décidé de placer Stéphanie dans le centre de réhabilitation pour jeunes Santa Margarita et Fernando dans un centre de réadaptation pour jeunes à Lima. Le lendemain, le 12 mars, le corps de Vilma a été transporté au cimetière et enterré. Des parents et des amis proches ont assisté aux funérailles. Tous ont réclamé la peine maximale pour les 2 jeunes auteurs du meurtre. Au même moment, le fils du mari de Vilma est arrivé du Brésil et a intenté une action en justice contre son père pour obtenir sa garde. Comme nous l'avons déjà mentionné, il était confié à des membres de la famille de Vilma. Ceux-ci refusaient de le confier à son fils. Le jeune homme a affirmé avoir trouvé son père dans un état très mauvais. Son apparence était négligée et il était évident que personne ne se souciait pas de sa santé. Fils de José a avoué qu'il n'avait pas vu son père depuis 10 ans et que sa relation avec Vilma était froide car son père s'était éloigné de sa famille après son mariage avec elle. Après plusieurs procédures judiciaires, le vendredi 14 mars, les parties sont parvenues à un accord et le fils a obtenu la garde de son père. Quelques jours après le début de l'enquête, la police a recueilli de nombreux éléments qui ne plaident pas en faveur de Stéphanie. Parmi ces preuves, on peut citer divers produits chimiques que la jeune fille avait achetés pour masquer son odeur. Un autre élément de preuve important était le fait que Stéphanie continuait à mener une vie normale, s'occupant activement des médias sociaux et des divertissements. En outre, les enquêteurs se sont intéressés aux messages envoyés par la jeune fille au frère de Fernando. Dans ces messages, Stéphanie cherchait frauduleusement à rétablir la communication avec le jeune homme. Ces messages ont également intéressé l'avocat de Fernando. Ils lui servent de preuve que la seule responsable de la mort de Vilma est sa fille. Bien qu'un long délai se soit écoulé depuis le meurtre, les médecins légistes qui ont analysé le cœur de Vilma ont pu établir qu'elle présentait des plaies incisées au niveau du ventre et des blessures à la tête causées par des coups. Il restait à déterminer qui était l'assassin, mais les preuves trouvées ne le permettaient pas. L'expert médico-légal José Pablo Barrayabar a déclaré qu'il était impossible de savoir lequel des 2 adolescents avait attaqué la femme et comment.
Il a également attiré l'attention sur le fait que le cadavre a ensuite été aspergé d'acide chlorhydrique. Cela a rendu le travail des experts très difficile. Le 15 mars, le tribunal de la famille a annoncé qu'il allait faire comparaître un jeune homme nommé Louis Urbina en tant que complice de Stéphanie, a indiqué Fernando. Selon Fernando, c'est ce jeune homme qui devait aider la jeune fille à se débarrasser du corps, comme il l'avait déjà fait auparavant. Le déroulement de l'enquête a également été suivi de près par l'avocat de la famille de Vilma. Il a également remarqué que le susnommé Louis avait commenté l'une des photos de Stéphanie publiées sur Facebook en disant qu'elle était belle. Selon lui, ce commentaire était en soi un indice que lui et Stéphanie entraînaient en relation étroite. Le 4 avril, un juge aux affaires familiales a ordonné une confrontation entre les suspects, à laquelle ont également assisté les avocats des deux mineurs. 6 jours plus tard, des agents de la police nationale et des procureurs ont reconstitué le crime dans lequel les deux suspects étaient impliqués. Ce même jour, après 20 heures, ils ont été conduits à la maison où le meurtre avait été commis. Le bureau du procureur a alors formellement accusé Stéphanie d'avoir assassiné sa mère et d'avoir dissimulé le crime. Fernando a également été accusé de complicité du meurtre. Quelques jours plus tard, José, le mari de Vilma et le père de Stéphanie, s'est exprimé pour la première fois sur le crime de sa fille. L'homme avait l'air beaucoup plus en forme qu'auparavant. Il était évident que la famille de son fils s'occupait bien de lui. Les journalistes l'attendaient à l'extérieur du centre de détention pour mineurs où il avait été emmené pour rendre visite à sa fille. Lorsque l'homme a quitté l'établissement, il a immédiatement déclaré que sa fille était innocente et que selon lui, il n'était pas capable de commettre un crime aussi horrible. L'homme a également montré aux journalistes le cadeau que Stéphanie lui avait offert, une image représentant un cœur avec les mots « Je t'aime papa ». Quelques mois plus tard, le 27 juillet, le bureau du procureur a publié un communiqué indiquant clairement que Stéphanie avait commis le meurtre, tandis que Fernando en étant le principal complice. Le fait que Fernando ait immobilisé Vilma pendant le conflit en lui saisissant les mains a permis à la police de prendre cette décision. Stéphanie, quant à elle, l'a battue à mort à l'aide d'un instrument contondant. Selon le verdict, les deux adolescents devaient passer 6 ans dans un centre pour mineurs. Ils ont également dû verser à la partie lésée 5 000 sols, soit environ $2,000. L'avocat de Fernando s'est toutefois inscrit en faux contre la version du procureur. L'homme a déclaré que Fernando avait tenu les mains de Vilma pendant un moment, mais qu'il avait ensuite relâché. Le père du jeune homme a également exprimé son indignation face à la décision du tribunal, affirmant qu'il n'y avait aucune preuve contre son fils. Le père de Fernando et son avocat ont demandé au ministère public de cesser de considérer le jeune homme comme complice du crime. Mais la partie accusatrice a ignoré ces demandes. Pour la famille de Vilma, le fait que Fernando lui tienne la main indique qu'il a fallu céder la tâche à Stéphanie. Dans son rapport final, le ministère public a ajouté que de nombreux faits suggéraient qu'une partie du crime avait été préméditée. En particulier, les adolescents ont agi de concert pour poignarder Vilma à la tête et se sont arrangés pour cacher le corps. L'achat des produits chimiques, quant à lui, suggère qu'aucune des deux adolescents ne s'est repentie du crime. Le procès s'est achevé le 19 octobre 2014. Louis, un ami de Stéphanie, n'a été accusé d'aucun crime. Les principaux accusés, Stéphanie et Fernando, ont été condamnés. Les deux tueurs mineurs ont fait l'objet d'une mesure socio-éducative. Comme les mineurs ne peuvent pas être poursuivis au Pérou, dans les cas les plus graves, Stéphanie a été condamnée à 6 ans dans le centre de réhabilitation pour jeunes de Santa Margarita. Fernando a été condamné à 4 ans et 6 mois de prison.
Tout au long du procès, Stéphanie n'a pas pleuré une seule fois et n'a pas exprimé de regrets sur ce qui s'était passé. Les policiers ont été choqués de l'entendre dire que la mère de sa mère avait été une véritable libération pour elle. Le 9 juillet 2015, 4 jours après le 15e anniversaire de Stéphanie, son père est décédé. Le 26 septembre 2018, Stéphanie et Fernando ont été libérés. La justice péruvienne a considéré qu'ils avaient déjà payé pour ce qu'ils avaient fait et qu'ils avaient purgé leur peine.